Vous ne serez pas étonné dans un congrès de médecine et psychanalyse dans la Cité d'entendre en introduction que l'être humain est un être de parole, que celle-ci constitue sa spécificité et que c'est elle qui l'éloigne de l'instinct animal qui ne se manifeste que chez nos cousins les animaux, encore que chez les animaux domestiques. On voit bien qu'il y a une certaine imprégnation par la parole et un détournement de leur instinct par la présence humaine parlante. C'est cette parole dite, cette parole écoutée qui fait le lien de tous les colloques que nous avons organisés et qui nécessite ipso facto la pluridisciplinarité. La parole est fille du langage et de la langue. Le langage est l'élément commun de chaque discipline, jusque et y compris la technologie. Ce sont des langages. Elle est aussi la parole, ce qui a permis la naissance des discours. Alors en psychanalyse, c'est un peu particulier, mais bon, des discours complémentaires, différents, des opposés, incomplets, sectaires. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Que l'éducation, la médecine, la politique, la psychanalyse, la sociologie soient aujourd'hui interrogées dans la Cité, soient convoquées sous l'éclairage, comme nous avons l'habitude de le faire, de la philosophie, de la linguistique et des sciences sous toutes leurs appellations, n'étonnera personne, puisque le programme en dit déjà long. Faire que coexistent dans le respect mutuel le singulier et le commun, c'est le pari qu'ont toujours eu à tenir, le défi qu'ont eu à relever toutes les sociétés. Certaines font la part belle au commun, au détriment de la singularité. D'autres, à l'inverse, favorisent non la singularité, mais l'individualisme, à un degré tel que le commun ne peut tenir sans péril. C'est le cas de nos sociétés contemporaines, dites occidentales, qui ne soutiennent pas assez l'effort des citoyens pour passer de l'individualisme ambiant à l'individuation chère à Jung, à Jankélévitch et de manière très contemporaine et non sans un grand courage à notre marraine Cynthia Fleury. Alors, les sociétés actuelles tentent à prendre une dimension planétaire dans ce phénomène de mondialisation ou de globalisation. Ces sociétés qui n'en seraient plus qu'une osent parfois se penser sous le mot d'humanité, alors qu'elles ne sont que le produit de l'économie capitaliste financiarisée. Pour Régis Debray, la globalisation est un monde sans désir. C'est le monde de l'économie, un monde marchand. Je le cite dans une conférence. Je me suis inspirée non seulement de livres, mais de conférences. J'ai essayé de me moderniser. L'éloge des frontières, dans lequel il montre la différence entre un mur au travers duquel rien ne passe et une frontière qui a vocation à être un lieu de passage, qui est poreuse et qui permet de reconnaître qu'il y a de l'autre. C'est la définition, en tous les cas, qu'il lui donne, bien sûr, et qu'on lui donne une place, qu'on peut l'accueillir, qu'on le reconnaît. Et je sais qu'aujourd'hui, M. Maumiron devra partir tout à l'heure. Il restera avec nous toute la matinée, mais cet après-midi, il va aller accueillir des réfugiés qui arrivent sur Clermont-Ferrand. Pour la combienième fois cette année beaucoup, on ne compte plus. Voilà. Qu'on le reconnaît comme autre que soi, étant donné qu'il n'y a pas d'universel absolu. Parler de la frontière, dit-il, c'est défendre le politique contre l'économique ambiant. L'abolition des frontières par la globalisation technico-économique provoque un tel vide d'appartenance, un tel vertige d'anonymat que cela recrée, par contre-coup, par effet boomerang, des traditions fantasmatiques, un culte de l'âge d'or des origines. Bref, l'hypermodernité, cela produit de l'archaïsme à titre compensatoire, et la globalisation technico-économique est une balkanisation politico-culturelle. Quelque chose aussi banal que la standardisation du voltage électrique, des ordinateurs qui n'ont pas de frontières, eh bien, ça provoque un tel appétit d'identité que l'identité, dit-il, devient insurrectionnelle et crée ses propres frontières à partir de la couleur de la peau, de la sexualité, de l'origine ethnique. Autrement dit, là où on pensait que la globalisation allait lisser les différences, eh bien, elle les attise dans des insurrections identitaires qui sont le lieu commun de l'humanité d'aujourd'hui. Peut-être de toujours, mais enfin d'aujourd'hui. Pour Régis Debray, il importe d'y faire face, de les assagir, d'y résister, mais il importe aussi de savoir pourquoi elles sont là. Si on ne comprend pas, si on n'explique pas le pourquoi de ces poussées archaïques qui sont, comme tous les fondamentalismes religieux, des maladies de peau, cela frotte tellement avec l'autre que ça irrite. C'est pour cela que c'est aux frontières que sont les plus féroces des fondamentalistes. Il faut comprendre ce phénomène pour pouvoir y faire face et ne pas s'enfermer dans la mondialisation heureuse des imbéciles, dans cette mythologie des riches qui vont partout où ils veulent en prenant leur avion, alors que les pauvres ne vont pas partout où ils veulent et ils rament.
Je m'arrête sur cet humour grinçant qui caractérise Régis Debray. Il faut comprendre ce phénomène pour pouvoir y faire face. Poursuivons avec la taille de nos sociétés. Celle-ci s'éloigne de plus en plus de ce que chaque être humain est en mesure de pouvoir appréhender avec son corps et les unités de mesure qui lui sont permises à travers les sens. La dimension du globe terrestre à laquelle on aspire pose de réels problèmes lorsqu'il s'agit de lier le singulier et le commun. Avoir donné au corps de l'être humain des unités de mesure supplémentaires dans l'infiniment grand et l'infiniment petit pose des problèmes nouveaux qui s'ajoutent à ceux rencontrés depuis toujours par les sociétés humaines. Or, comme le signale là aussi sur YouTube une conférence qui n'était ni titrée ni signalée, le drame des questions environnementales est que nous ne pouvons percevoir avec nos sens les difficultés auxquelles elles nous confrontent aujourd'hui. Que l'on ait perdu la moitié des mammifères, des oiseaux entre 1970 et 2010, on ne peut pas le savoir au sens de on ne peut pas en avoir la connaissance intime. Que le rythme de disparition de la biodiversité s'accélère, on ne peut pas le savoir. Nos sens ne nous disent rien sur les problèmes d'environnement. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous réagissons aussi peu, car nous ne réagissons le plus souvent que face à un danger immédiat que nous percevons avec nos sens. Par ailleurs, c'est un domaine dans lequel il est difficile à chacun de se sentir responsable, car la situation aurait été la même qu'il soit né ou pas. Ça n'aurait rien changé à l'environnement. C'est un piège de la question environnementale face à la responsabilité des citoyens. Nous avons produit des difficultés auxquelles l'évolution ne nous a pas préparés à réagir. Le fondement du contrat social était en quelque sorte que chacun puisse produire tranquillement le plus possible et ensuite jouir tranquillement le plus possible des fruits de sa production. Puis on s'est mis à penser que le seul moyen d'accomplir son humanité, de la développer, c'était de consommer. Ça a très bien marché et nous avons ici, beaucoup d'entre nous, connu les 30 Glorieuses en Occident. Mais aujourd'hui, cela marche beaucoup moins bien. L'espace et les richesses de cette planète appartiennent à tous et à toutes les générations. Aucune n'a le droit de se la réserver, de la transmettre endommagée, altérée, inutilisable. C'est l'éthique, je pense, de l'humanité que notre modernité est en train de découvrir comme vitale. La globalisation des fonctionnements, actuellement souhaitée, atteint probablement ses limites. Dans ce monde où le toujours plus semble être indispensable au bonheur, il devient urgent de construire un cadre mondial désirable, parce que sinon, évidemment, on n'en voudra pas, de survie de la planète et des limites nécessaires à la survie du genre humain. Y contribuer modestement est l'objectif de journées pluridisciplinaires comme celles auxquelles nous participons. Aujourd'hui, quand on parle d'économie, de gestion et d'agriculture, on sait que cela a un impact sur le système Terre. On ne peut plus séparer les questions comme on le faisait. On ne peut plus séparer société et nature. On va devoir faire de la politique autrement. On consent peu à peu à admettre que la politique ne pourra plus être les petits intérêts des uns contre ceux des autres. Depuis presque 40 ans, nos systèmes politiques ont réduit la fonction de l'État à celle d'un facilitateur du commerce international. Comment un facilitateur du commerce international pourrait-il prendre à bras-le-corps les questions climatiques ? En contradiction complète avec la négociation de la COP21 à Paris pour le changement climatique et tout à la fois en même temps, on s'ingénie à accroître les échanges transatlantiques. On nous annonce des difficultés de plus en plus lourdes. Mais pourquoi ne pas penser et ne pas faire en sorte que la petite minorité de la société qui pose les vraies questions finisse par se faire entendre et pose à chacun les questions fondamentales. Qu'est-ce qu'être un homme ? Qu'est-ce que vivre ensemble ? Qu'est-ce que la justice ? Nous sommes heureux d'y réfléchir lors de nos colloques. Il faudra bien que chacun se pose ces questions. Il fallait produire, changer le monde. Eh bien, peut-être faudra-t-il réapprendre aussi à le contempler. Et l'on constate qu'une des valeurs qui monte dans des milieux encore minoritaires, c'est une sorte de sobriété volontaire. On commence à voir que l'on est à une charnière, qu'on va glisser. Pour cela, il y a une multiplicité d'initiatives à travers le monde, de très nombreuses expériences pour sauver notre ancien monde. Cette fois, on peut parler du mot monde. Par ailleurs, la technologie qui a externalisé beaucoup des fonctions du cerveau humain, comme le dit Michel Serres en parlant des ordinateurs, des téléphones portables et de bien d'autres objets courants, est complètement intégrée à notre vie quotidienne. Et ce n'est pas sans conséquence ni sans risque d'avoir, pour ainsi dire, supprimé l'espace et le temps, permettant une connaissance immédiate de chaque événement, de chaque découverte qui se produit sur le globe terrestre. Mais la suppression dans le virtuel, ça ne supprime pas pour autant les contraintes du réel.
Et là, c'est tout un débat qui devrait être nos centres d'intérêt aussi. Beaucoup de philosophes considèrent que ce qui structure le temps, c'est l'espace. C'est l'espace qui rend possible la connaissance d'images particulièrement fréquentes et proches qui deviennent le corps propre. L'espace structurant le temps met à distance pour le petit homme, dans l'absence et la présence, des images très proches, comme celles de la mère et du père, pour parvenir, c'est cela grandir, à supporter l'absence sans angoisse excessive et apprendre à s'éloigner de l'immédiateté des choses, à admettre le différé. Or, à l'époque actuelle, les parents n'ont ni la possibilité ni la volonté éducative d'apprendre le différé. Et comme on ne peut empêcher le réel de se manifester, soit l'apprentissage va se faire brutalement sous l'effet des accidents de la vie, c'est la clinique contemporaine du trauma lourd, soit l'apprentissage ne pourra pas se faire, c'est la clinique contemporaine des addictions, du désir saturé, de l'incestuel, un terme de Jean-Pierre Lebrun qui nous éclairera sûrement pendant ces 3 jours. C'est un réel problème pour les parents d'aujourd'hui que d'arriver à faire admettre dans l'éducation la nécessité d'atteindre le pas tout et pas tout de suite. Tout aussi importante, dès le plus jeune âge, et difficile semble-t-il, est l'éducation à la reconnaissance de l'autre et à la différence. Alors, la reconnaissance de l'universel, qui a été souhaitée à juste titre, parce que, comme François Julien le dit très bien dans ses livres, on confond beaucoup d'universel, il y a plusieurs plans, et à bien des époques, comme une volonté de progrès, est aujourd'hui remise en cause dans la vision de l'Occident. Dans d'autres civilisations, cette notion n'a jamais été mise en avant. Peut-être que le seul universel est celui du langage, c'est peut-être le seul universel auquel peut prétendre le genre humain. L'homme est un être parlant, le langage est ce qui fait de lui un membre de ce groupe d'appartenance que l'on peut alors nommer l'humanité. C'est sur ce principe que se sont mis en place les modalités de rencontre dans ces colloques, de pluridisciplinarité, d'éclairage de la pratique par la théorie, de contrôle ou d'impulsion de la théorie par la pratique, de mise en commun dans les interventions, de mise en question dans les discussions, des informations et du savoir de chacun. Nous souhaitons qu'au fil des ans se concrétisent des projets annoncés les années précédentes, comme cela a déjà été le cas. C'est par la mise en commun des énergies et des soutiens et dans la rencontre qu'ils se réalisent. Sur le plan technique, les moyens modernes de Skype et de visioconférence peuvent aider et aident aux échanges, mais ils ne peuvent remplacer les rencontres réelles. Il faut en effet régulièrement la présence effective des personnes pour que quelque chose se crée réellement et non virtuellement, pour que des liens, autre mot du titre du colloque, puissent se tisser, que soit possible la rencontre au sens de la psychanalyse et ce qu'elle permet. Voilà qui nous pousse, malgré les difficultés énormes et la marche qu'il nous faut bien entreprendre ou poursuivre à contre-courant de toutes les diminutions drastiques de budget et autres politiques d'économie, qui nous en ont bien fait voir cette année, penser pour le court terme, voire l'immédiateté. Voilà qui nous pousse à poursuivre et à travailler encore et encore pour pouvoir éclairer nos concitoyens et donner des avis, s'ils nous en demandent, à ceux qui sont en charge de diriger, gouverner ces sociétés modernes contemporaines. Il est important que les élites, comme on les appelle, puissent comprendre la nécessité de leur proximité avec le peuple. Le samedi matin fera place à une conférence grand public, c'est déjà la 3e fois, pour éviter de rester dans l'entre-soi. La pluridisciplinarité a aussi cette vertu que chacun est le peuple de l'autre dans la discipline qui n'est pas la sienne. Alors, cette année, qui mieux que François Julien et Jean-Pierre Lebrun, coprésidents de ce colloque, pour parler de la nécessité d'intensifier une présence active et pluridisciplinaire au sein de la cité. Le premier, philosophe helléniste et sinologue, dirige la chaire sur l'altérité à Paris 7. Il a écrit de nombreux ouvrages. Le second, psychiatre et psychanalyste, auteur de plusieurs ouvrages qui analysent les mutations inédites du lien social dans le champ de la subjectivité, propose, à la lumière de la psychanalyse, des accompagnements possibles à ces mutations, en particulier dans le domaine de l'éducation et celui de la médecine. Alors, le commun, le singulier. En préparant ce colloque, je me suis demandé si la décoïncidence chère à François Julien et dont il parlera vendredi ne serait pas à rapprocher de ce pas de côté que le psychanalyste doit rendre possible au patient pour lui permettre d'introduire un peu d'espace entre son symptôme et lui, juste assez d'espace pour enlever au symptôme son pouvoir mortifère,
juste assez d'espace pour que le patient puisse inventer une solution qui lui permette de vivre. François Julien présente la décoïncidence comme un décalage par rapport à un vécu face au monde et à l'environnement, comme un principe de création permettant la puissance libératrice qui permet d'exister. Tout le contraire de la vision répandue jusqu'à maintenant d'une coïncidence totale comme un état de perfection atteinte ou à atteindre et qui en réalité est mortifère. Dans son adéquation totale, elle ne permet plus le mouvement, l'invention, l'émergence de nouveaux possibles, donc la vie. Et la vie ne s'y trompe pas, elle qui avance à coups de mutations et d'adaptations successives, toutes provisoires, car toutes remises en cause avec le besoin de mouvement qui seul est vital, et tout cela sans finalité, mais juste parce qu'un état d'immobilisme, même très abouti, est un état de mort. François Roustan, récemment disparu, parle de l'attitude du thérapeute dans l'hypnose vers laquelle il s'est tourné dans ses dernières années de pratique et de recherche à partir de la psychanalyse et en s'appuyant sur elle. Dans le groupe, cette année, on a essayé de voir ce que c'était que cette nouvelle, de cette hypnose, vu que l'engouement qu'il y avait, et nous sommes tournés vers celui qui l'avait remise, dans les thérapeutiques actuelles. François Roustan préconise que le thérapeute permette au patient de se décaler de son attitude par rapport à l'environnement dans son corps lui-même. L'attitude du corps pendant la séance est importante pour qu'un possible puisse émerger, pour qu'une nouvelle attitude face à la vie reprenant le dessus puisse s'instaurer avec son corollaire est un être au monde différent, capable de se positionner différemment. C'est ce que Roustan appelle le changement, c'est ce qu'il appelle guérir. Puisqu'on a vu guérir, c'est un terme bien ambigu. Nous nous sommes souvent interrogés justement au fil des années sur le sens de guérir et sur les 3 impossibles de Freud, éduquer, soigner, gouverner, c'est-à-dire s'occuper du désir, faire désirer. Ce que peut apporter la psychanalyse à ces 3 impossibles de Freud qui s'occupent de désir, c'est parce qu'elle le sait, parce que dans sa pratique, elle se l'est vue enseigner et qu'elle en a fait un fondement de son éthique, la nécessité de n'être jamais dans la certitude, de ne jamais avoir des réponses toutes prêtes. Adopter face à un nouveau patient l'attitude de celui qui recommence à zéro, son expérience, et met de côté son savoir et ses certitudes, laisser se produire une rencontre permet que puisse émerger un nouveau possible pour le patient. Se tenir dans un état de modestie, incompatible avec celui de la certitude d'un chemin tout tracé, permet au sujet que se dessine pour lui un chemin, ni plus mauvais, ni meilleur que d'autres, mais émanant de lui et pour lui-même. Cette émanation n'est possible que par la mise à distance, par le psychanalyste, de tout savoir préétabli. Bien sûr, les connaissances et l'expérience sont très importantes, mais savoir les mettre de côté permet au patient qu'advienne sa solution. Dans le domaine de la médecine, face à la maladie, celle-ci peut consister par exemple en une remise en cause d'un mode de vie, d'un état de fait. Dans l'éducation, ce sera un savoir-faire face à ce qu'apporte la vie, événements, surprises bonnes ou mauvaises, moments difficiles ou heureux. Ce sera une capacité à réagir face à un inattendu, à se déterminer, à décider, à être actif, à être moteur. C'est cette invention possible qui est la liberté. Jamais une liberté absolue, certes, mais une liberté à la dimension de l'homme. Toujours à propos de l'importance du corps, les colloques ont beaucoup travaillé sur le corps vivant, sur l'union de l'âme et du corps, et de ce fait est apparue prégnante la nécessité de l'approche pluridisciplinaire. En introduction au colloque, afin d'aborder cette notion de esprit et corps comme une seule et même chose, on s'était déjà référé à Spinoza, Nietzsche, Wittgenstein et Descartes. Et aujourd'hui, je voudrais poursuivre avec François Roustan pour éclairer la difficulté du lien social et pourquoi c'est difficile aussi à le créer quand on souhaite donner la place qu'il mérite au singulier. Et à l'inverse, je ne pourrais ignorer combien il est dangereux de faire place à la seule singularité. Le sujet s'en trouverait exclu de fait, déshumanisé, ou du moins dans l'incapacité de s'humaniser sans le minimum de frustration qu'implique d'entrer dans le langage, dans la famille des humains, avec un corps qui pense au milieu d'autres corps qui pensent.
Alors, je vais me servir donc. François Roustan assimile donc guérir au fait de changer. Guérir, dit-il, c'est faire le chemin inverse de notre culturation, car on ne sent que dans une culture et avec les mots et les façons d'être d'une culture. Dans la volonté de changement que peut comporter la demande et dans l'expérience d'une cure pour guérir est souvent évoqué le désir de se connaître. Or, mais c'est très à la mode, se connaître. Or, se connaître pour François Roustan, c'est la démangeaison des imbéciles. Champions de la plainte, les narcisses ferment les yeux à ce parcours fatal, celui de Narcisse, et tentent de justifier par une répétition inlassable la direction erronée qu'ils ont prise. Les plaintes qui se prolongent au-delà de la décence d'un chagrin ou d'un deuil se développent comme un cancer qui va tout dévorer parce qu'au lieu de se multiplier comme les cellules à la naissance, elles prolifèrent sur le vide de l'intérêt pour soi. Pourquoi y a-t-il tant de difficultés à faire tenir le singulier et le commun ? La réponse diffère selon les cultures. En Occident, on accorde une grande importance à la tension entre ces deux termes. Alors je poursuis. Le symptôme, qui est ce que nous avons de plus singulier, François Roustan dit que c'est une restriction, un rétrécissement, un court-circuit qui nous plonge dans l'obscurité. Et sur cette scène, l'autre scène, celle de Freud, l'imaginaire a plus d'intérêt et de force que la banalité des situations quotidiennes. Comme l'insatiable plainte se nourrit de l'indétermination infinie de rêves et de fantasmes, que la réalité extérieure continue à s'imposer et qu'elle refuse de se plier au désir infantile, la seule voie ouverte est celle de la répétition des pleurs et des gémissements. François Roustan va loin. Faudra-t-il alors renoncer à nos intentions, à réfléchir à nos émois, à analyser nos pensées ? Très certainement, si du moins c'était possible. Mais cela n'est pas possible pour l'être parlant. Cela est d'autant plus difficile qu'en Occident, il est impossible de ne pas parler de soi. Plus loin, il poursuit, le besoin de se raconter n'existe pas dans d'autres cultures qui peuvent être tout aussi humaines. Au lieu de poser l'âme et le corps comme des substances à réunir, ce qui conduit l'Occident à penser que leur séparation est possible, la tradition chinoise, par exemple, se borne à distinguer avec constance le corps vivant et le cadavre. François Julien, qui connaît bien particulièrement et la culture grecque et la culture chinoise, nous en parlera sûrement. Quant à François Roustan, il dit dans ce livre que j'ai choisi plus particulièrement, La fin de la plainte, que les corps pensent, comme nous l'avons déjà développé dans les colloques. Il le ramène dès l'enfant. La première évidence, c'est que les corps trahissent leurs pensées, car les corps pensent. Penser pour un humain, n'est-ce pas d'abord et avant tout se situer parmi ses semblables et dans le monde de la façon la plus adéquate possible. Que les corps pensent et qu'ils pensent avant de parler, nous en avons la preuve tous les jours. Il suffit de s'attarder devant le comportement d'un nouveau-né. Il donne quelques exemples très clairs avant de poursuivre. De même que nous voulons ignorer que pour l'enfant, le langage suppose la pensée du corps, de même, nous voulons croire que les développements de la culture nous dispensent des liens de nos corps avec le monde. Il y a un savoir véritable de ce que peuvent les voix et les corps face à l'orateur, à l'acteur ou au thérapeute. Ce que Roustan met en évidence, c'est la nécessité d'entretenir un lien étroit aussi avec le sport ou avec les arts, comme nous essayons de le faire chaque année, ou avec les deux, comme l'année dernière. Ils savent ce qu'ils peuvent attendre et ne pas attendre des effets de leur art, dit-il. Mais à l'instant où l'influence interpersonnelle est agissante, ce savoir ne peut se savoir. Après coup, ce savoir et son efficacité laisseront sans doute une trace, ne serait-ce que dans les paroles échangées. Mais si le savoir pouvait être maîtrisé au moment de l'expérience, le processus en serait perturbé, voire même arrêté, car l'un ou l'autre en serait sorti. L'influence interpersonnelle ou la mise en présence des corps ou l'immersion dans le corps propre en relation ne saurait donc devenir un objet d'expérience que nous pourrions isoler et sur lequel nous pourrions arrêter nos recherches. On comprend mieux la difficulté pour cerner ce qu'est le lien social. Ça permet aussi de toucher du doigt la différence qu'on peut ressentir entre un colloque auquel on assiste et où les corps sont en présence et une vidéo, une conférence, les fameux MOOC en anglais ou CLOM en français, où la présence des corps est essentielle. Et là, vraiment, comment peut-on imaginer qu'on puisse remplacer la présence d'un professeur, d'un maître, par un MOOC ou par un hologramme ? Nous avons eu ça il y a quelques années, quelqu'un pour nous le dire.
que ce soit des moyens complémentaires, pratiques, qui permettent d'avancer sur un point précis, des chercheurs, des professeurs. Oui, ça peut être très utile, il faut quand même. Mais ça n'est pas du tout quelque chose qui peut se concevoir comme remplacer la présence, les colloques, l'école, etc. Sinon, c'est toucher à l'essence de la profession d'enseignant que de penser qu'il puisse être autrement que présent. Il est celui autour de quoi se construisent une classe et un amphi, et Bernard Slumarzik nous en parlera. En ce qui concerne l'éducation, François Rostand est persuadé que c'est à l'idée d'une autonomie solipsisme qu'il faut renoncer. Elle ne peut être qu'une pseudo-autonomie. Que se passe-t-il en effet lors de tout apprentissage? Nous l'avions aussi déployé lors du 7e colloque Éduquer, transmettre. L'élève ou l'apprenti peut demander des explications, il peut exprimer ses doutes, ses perplexités, il peut se retrancher sur son incapacité éventuelle, mais à un certain moment, il faut le faire taire et lui dire simplement « fais ce que je te dis, tu verras bien ensuite ». Pour l'élève ou l'apprenti, il y a là nécessité d'un saut. Il faut qu'il fasse confiance au maître et qu'il accomplisse la tâche. Sinon, il n'apprendra jamais rien. Abandonner le besoin incoercible de comprendre qui sert à retarder ou à éviter l'acte ne peut plus tenir le savoir à distance de l'acte, mais en quelque sorte l'y perdre pour qu'il devienne intérieur à l'acte. S'incorporer le savoir du maître à qui l'on a fait confiance, en d'autres termes, transformer l'hétéronomie de l'ordre reçu en autonomie. Tels sont les impératifs auxquels doit se soumettre l'élève. J'avais bien envie qu'on parle de tout ça. Le renoncement à la pseudo-autonomie de la demande d'explication et de la levée des doutes ouvre seul à l'autonomie véritable. Il en est aussi de tous les apprentissages humains. Nous pouvons l'oublier et croire que nous sommes autonomes, sans plus. C'est évidemment se leurrer que de le penser. Pour ce qui est de la cure, François Rostand pense que c'est pareil. Nous venons demander à quelqu'un de nous apprendre ou de nous réapprendre à vivre. Nous nous soumettons donc par avance aux apprentissages qu'il voudra bien enseigner. Notre culture nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend aussi par toutes sortes de moyens, les voies de l'humanisation. Mais il lui arrive aussi d'être à court, de ne plus savoir comment répondre aux circonstances ou aux événements. En ce cas, elle renvoie à des personnages censés être capables d'inventer de nouvelles manières d'exister. Or, ces apprentissages d'un ordre particulier, qui peuvent prendre 1000 diverses figures, n'ont pas une autre structure que ceux proposés par l'école, la famille ou la société. Ils ne se résument pas à une autre forme d'expression que celle de l'impératif « faites-le maintenant ». Car, comme tout le reste, de tout le reste, on ne fait l'apprentissage de l'humanité que par la pratique. Alors voilà ce qu'il lui dit dans l'hypnose, comment ça fonctionne, cette hétéronomie. Elle ne détruit pas l'autonomie, elle la convoque, la provoque et la suscite éventuellement. De même que le maître ne peut pas faire à la place de l'élève ou de l'apprenti, le thérapeute ne peut pas faire à la place de l'hypnotisé. Et puis il donne des règles pour le changement à la fin de son livre, et la dernière règle s'énonce ainsi: le changement est la transformation de l'identité en singularité, c'est-à-dire de ce que l'on ne veut pas changer en ce que l'on ne peut pas changer. Il dit que l'identité est composée de tous les items dont on peut se targuer un individu, son origine, son pays, son histoire, ses symptômes. La définition qu'il se donne ainsi le rigidifie parce qu'ils sont le lieu de sa maîtrise et de sa suffisance. Et la singularité apparaît chaque fois que cette identité est négligée. Elle est comme le style, évidente et insaisissable, et elle suppose le risque de la solitude, irrémédiable, de ce qui est estimé comme menace de mort, et bien que donnée une fois pour toutes, elle est appréhendée que par les autres, jamais par soi. Donc voilà comment il arrive à ce fait que le changement, c'est se donner une nouvelle configuration de son monde. Alors pour la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la cité face à cette clinique? Elle, cette fois, pas la partie hypnose, pour terminer, la psychanalyse, que peut-elle apporter à la cité dans la clinique contemporaine qui prend en compte une possibilité d'accès total à la technologie, aux multiples possibilités de substitution ou d'appareillage du corps, par exemple dans la médecine, à toute forme de demande? Elle peut apporter ceci dans la médecine, c'est le respect du désir du patient.
parce que là, la médecine, c'est un cadre quand même un peu particulier. Désir ignoré de lui-même et que le travail de la cure révèle, à condition que le psychanalyste, comme on le disait tout à l'heure, se positionne de manière opportune par rapport à ce désir. Donc, le respect du désir du patient doit primer par-dessus tout. La psychanalyse a donc une grande place dans cette médecine très moderne, puisqu'aller au-delà du désir du patient, pousser ses limites, on s'est beaucoup interrogé dans le service en particulier du professeur Boiry, qui pousse à se poser ces questions-là, et très vite, toute son équipe s'était aperçue de tout cela, et ils sont très précautionneux de ne pas aller au-delà de ces limites. Les limites qui sont, donc les passer ces limites, c'est le mettre sur la voie d'un échec possible. C'est là qu'on voit, oui, je signale que M. Boiry s'occupe de nutrition. Et donc, on parle beaucoup de la chirurgie bariatrique. C'est là qu'on voit que le colloque singulier du médecin avec le patient est nécessaire, indispensable pour évaluer ce désir, mais que si un médecin ne se sent pas capable, c'est là où il est important de travailler en équipe et qu'un collègue puisse prendre le relais pour permettre que dans ce nouveau cadre, le cadre de la psychanalyse, le patient puisse aborder d'une autre façon les choses. On l'avait beaucoup vu avec le professeur Rousset, une année dans un colloque aussi, lui qui était un grand passeur. La psychanalyse fait un pari sur le sujet, c'est ce qui tient le patient, ce qu'il soutient. C'est à la profondeur du sujet qu'il s'adresse, pas à sa surface. Et pour cela, le psychanalyste, il fait quelque chose qu'on ne fait plus. Il donne le temps. Il favorise les conditions pour qu'à la question que se pose le sujet, ce sujet puisse lui-même apporter sa propre réponse. Il ne lui pose pas la question, il ne répond pas à sa place. Or, dans le monde où nous vivons, ce n'est pas habituel. On est beaucoup plus dans la réponse immédiate. Donc, la psychanalyse peut aider à redonner ce temps dans une élaboration qui n'a plus cours dans nos sociétés modernes. Celle-ci cultive l'instant en le démultipliant à travers des objets dits de communication qui finissent par empêcher le sujet de vivre son présent, qui lui interdisent d'être là, rien que là, un moment, avec quelqu'un. Tout le contraire des conseils du renard au petit prince pour apprivoiser l'autre et se donner les conditions de l'aimer. Voilà.